Buenos días. أهلا. Ciao. Demek. Barzaroucha. Dobro jutro. Salam alaikum. Здравствуйте. 안녕하세요. Kalmera. Yaurana. Hallo. صباح الخير. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la question de la méthodologie dans l'élaboration du mémoire. Je m'appelle Léa. Et je m'appelle Adriane. Nous allons animer le podcast d'aujourd'hui. À nos côtés, nous avons Charlène et Cécile qui nous parleront de leur expérience à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on vous propose de faire un tour de table et que vous puissiez nous expliquer un petit peu le sujet de votre mémoire dans les grandes lignes. Est-ce que Adriane, tu veux lancer la discussion ? Oui, alors du coup, mon sujet, c'est savoir si la représentation dans les fictions génère une interculturation chez les minorités sexuelles et donc LGBT. Du coup, moi, c'était une méthode qualitative avec des entretiens libres non directifs que j'ai ensuite analysés et j'ai essayé d'utiliser Iramutek. Voilà. Charlène ? Alors moi, mon sujet, donc, ça traite des couples internationaux, donc ou couples mixtes. Donc il s'agit en fait de comprendre comment les compétences interculturelles que les personnes en couple international peuvent avoir vont influencer l'équilibre émotionnel des couples et quel impact ça va avoir dessus. Et j'ai choisi de faire une méthode qualitative à base d'entretiens semi-directifs et non directifs. Et après, j'ai fait un traitement du coup de texte avec du coup une analyse thématique au niveau des résultats et de la discussion. Tu veux y aller, Cécile ? Ouais, alors moi j'ai travaillé sur une population qui se trouve au Nicaragua, sur des étudiants nicaraguayens dans 2 régions distinctes du Nicaragua. Mon mémoire portait sur leur rapport à la croyance ainsi que leur rapport à la médecine. Et donc ça visait à comprendre si la sensibilité interculturelle de ces étudiants, elle pouvait être influencée par leur rapport à la croyance et leur rapport à la médecine. Du coup, pour des questions surtout pratiques, j'ai utilisé une méthodologie totalement quantitative. Et donc, j'ai fait passer des questionnaires, différents types de questionnaires. Et du coup, Léa, tu peux nous parler de ton mémoire ? Oui, merci à toutes pour vos interventions. Mon mémoire, il portait sur l'hétérogénéité des pratiques éducatives, familiales et institutionnelles en crèche. Et j'avais donc 2 concepts clés qui étaient la sensibilité interculturelle et le concept de coéducation. Et je suis partie, comme Cécile, sur une méthodologie quantitative avec la création de questionnaires. Alors pour ma part, du coup, comme j'ai pu vous le dire juste avant, ma population, c'était donc les couples internationaux, ce qui signifie que déjà, pour une question de faisabilité, il fallait trouver des couples qui répondaient à mes différents critères. Donc il fallait qu'ils résident en France. Ensuite, il fallait au moins qu'ils soient ensemble depuis 1 an parce que j'estimais qu'il fallait qu'il y ait quand même une vie commune à un moment qui se soit créée pour pouvoir parler de leur quotidien, de voir comment leur culture ont pu influencer leurs relations. Il fallait qu'il y ait une vie commune qui vive ensemble également. Là, j'avais mis aussi entre 20 et 60 ans, il me semble, histoire du coup d'avoir des personnes qui peuvent être jeunes, plus âgées, mais qui ne soient pas non plus sur un tout début de relation. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, c'était compliqué de trouver des participants. Et je me suis tournée vers du qualitatif. Alors, au début, j'hésitais entre une méthode mixte et qualitative. J'avais pensé, du coup, faire des entretiens d'un côté et pourquoi pas un questionnaire ou une échelle de l'autre. Sauf que le souci, c'est que la méthode mixte, du coup, impliquait pareil, le même souci de participants et avec beaucoup plus de participants pour l'échelle. Et je trouvais ça un petit peu moins pertinent. Du coup, j'ai finalement décidé de me diriger que sur des entretiens parce que je pense que pour saisir le quotidien d'un couple qui parle de leur vécu, de leur vie de tous les jours, il faut qu'il y ait à un moment une discussion qui se crée. Donc j'ai fait un entretien non directif afin d'avoir du coup des informations, on va dire, plus vastes où les personnes vraiment peuvent créer leur discours, développer ce qu'elles ont envie de dire et des entretiens semi-directifs pour pouvoir tout de même éclairer mes variables, par exemple, telles que les compétences interculturelles. Je me suis basée sur le modèle de Shen et Starosta, ce qui fait qu'il y avait différentes, on va dire, variables à respecter, des aspects comportementaux, émotionnels et cognitifs, et sans, on va dire, une échelle à un moment qui cible un petit peu un entretien qui permet d'avoir des questions plus ciblées, ça n'aurait pas été possible. Du coup, c'est pour ça que finalement, le choix en fait, du qualitatif, au-delà de conviction personnelle, de vouloir prendre le temps avec les gens, il s'est imposé à moi pour des questions de faisabilité avec la population. Et tu as eu combien de participants du coup ? Alors j'ai fait, je crois, 6 couples du coup, qui du coup résident en France, avec du coup chacun un entretien non directif et un entretien semi-directif. Et j'interrogeais une personne du couple. J'interroge pas forcément à chaque fois les 2 personnes et c'était une personne individuellement. En fait, c'était une personne qui était en couple international à un moment. Et du coup, je pouvais interroger. Et ça a été, par exemple, des fois, on va dire, en parlant d'un couple franco-étranger, le partenaire du couple français ou le partenaire qui venait de l'étranger. Ça dépendait vraiment des couples. Sur les résultats, ça s'est ressenti
puisqu'on avait quelque chose, je crois que j'avais 3 personnes qui étaient françaises, et non, 4 personnes qui étaient françaises du coup dans le couple, et 2 personnes qui étaient, on va dire, le partenaire étranger, entre guillemets, du couple. Donc c'est vrai que ça a été assez intéressant au niveau des résultats. D'accord. Et du coup, toi, Léa, tu as pris du quantitatif, c'est ça? Oui. Pourquoi ce choix? Oui, j'ai opérationnalisé le concept d'interculturation par la sensibilité interculturelle à travers l'appréhension de la différence dans le cadre de pratiques éducatives qui peuvent être différentes entre les professionnels en crèche et les familles qui sont accueillies au sein de la crèche. Et j'ai opérationnalisé le concept de coéducation par les relations parents-professionnels. Et donc j'ai utilisé plusieurs outils quantitatifs pour la sensibilité interculturelle. J'ai utilisé le questionnaire Projective Scale of Intercultural Sensitivity de M. El Sayed, Mme Simou, M. Tessier et M. Denou, avec plusieurs items en fait, qui permettaient de savoir dans quel stade en fait, était la personne. Et j'ai créé aussi des questionnaires pour les types de relations parents-professionnels. Je me suis appuyée sur des théories qui étaient préexistantes. Il n'existait pas forcément de questionnaire, en tout cas de méthode quantitative, mais il y avait des profils types qui revenaient, ce qui me permettait moi de catégoriser finalement et de transformer toute cette connaissance de ces modèles-là en un outil quantitatif. Voilà, donc je me suis appuyée essentiellement sur des modèles qui préexistaient pour orienter plus vers du quantitatif. Ok, c'est super intéressant du coup de voir la différence entre les modalités de qualitatif et de quantitatif. C'est vraiment deux choses très différentes. Ouais, on n'appréhende pas du tout de la même manière, je pense. Non, c'est vraiment, il y a un aspect plus, je dirais, centré sur un petit bout de la population. On reste vraiment en entretien longtemps avec eux. Et là, du coup, il y a quand même le côté où il faut quand même réussir à faire beaucoup de participants. T'en avais combien du coup des participants au final? J'en avais une 60aine. Parce oui. que du coup, j'avais 2 groupes. J'avais un groupe de professionnels et un groupe de parents. Et j'avais environ 30 personnes pour chaque groupe. Donc oui, c'est vrai que le quantitatif, il requiert d'avoir pas mal de participants dans l'idéal. Après, il limite aussi la recherche dans le sens où, du coup, comme je vous disais, je me suis appuyée sur des modèles qui préexistaient et qui permettaient de catégoriser. Mais à travers la catégorisation, on ne prend pas forcément en compte le contexte et la subjectivité. Donc voilà, ça a ses limites aussi, mais comme la méthodologie qualitative peut en avoir de son côté aussi, on verra peut-être tout à l'heure. Oui. Et toi, du coup, Cécile? Du coup, moi, le choix du quantitatif, ça s'est surtout fait par rapport à la faisabilité, dans le sens où j'aurais bien aimé pouvoir faire du mixte, parce que je pense que c'est le plus riche. Sauf que par rapport à ma population, du coup, des personnes vivant au Nicaragua, j'avais pas l'opportunité d'aller au Nicaragua. Donc j'ai dû faire à distance. J'aurais pu faire des entretiens par visio, ce qui pour moi était quand même assez complexe, étant donné que, déjà il y a la langue, c'est pas la même, c'est l'espagnol au Nicaragua. Et puis l'accessibilité à la connexion qui n'est pas forcément égale dans tout le pays. Et je me suis intéressée à 2 régions différentes, celle de la capitale et puis une des régions les plus reculées qui se trouve au bord des Caraïbes. Et donc ça aurait été inégal aussi. Et puis en plus de ça, le côté de la langue et faire passer des idées par un ordinateur, c'est quelque chose qui, moi, me plaît moins. Donc j'ai préféré faire tout quantitatif. C'est un questionnaire à distance, du coup, que j'ai envoyé. Et c'est aussi pour ça que ça a été un peu plus compliqué d'avoir pas mal de participants. En fait, il y a beaucoup eu de tentatives de faire le questionnaire, mais peu abouti. Donc ça a été un de mes biais. Et tu sais pourquoi ça n'a pas abouti? Je pense qu'il était très long, le questionnaire. Trop long, peut-être. Enfin, sûrement, il était trop long. Le truc, c'est que pour faire rentrer mes variables, j'avais besoin de faire un questionnaire par variable à peu près. Et donc, ça a fait un questionnaire qui environ, c'était comme 30 minutes pour le remplir.
Donc c'était trop long pour... Enfin, j'ai eu beaucoup d'abandon. Il était dans quelle langue le questionnaire s'il En parlait espagnol. Ah, En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'échelle qu'a fait Monsieur El Sayed du rapport à la culture et je l'ai adapté en 2 sous-parties, même en 3. Rapport à la croyance, rapport à la médecine occidentale et à la médecine ancestrale, que j'ai traduite en espagnol. Et j'ai aussi utilisé l'échelle de Tien Starosta sur la sensibilité interculturelle, qui, elle, était déjà d'ailleurs traduite en espagnol. Donc celle-là, je ne l'ai pas traduite moi. Et donc tout ça, donc ça faisait à peu près 3 questionnaires, 3-4 questionnaires dans le questionnaire final. Ça faisait quand même assez long et assez dense. Et comment t'as fait du coup pour traduire le premier questionnaire, pas celui qui était déjà traduit? Alors j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc en fait, j'ai pris le questionnaire en français de Monsieur El Sayed. Je l'ai traduit moi en espagnol. Je l'ai fait traduire en français par quelqu'un qui parle donc espagnol et français. Et je l'ai retraduit en espagnol. Donc ça a fait 3 allers-retours, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai fait vérifier le dernier questionnaire par un ami à moi qui est nicaraguayen parce que j'ai appris l'espagnol en Espagne et que c'est pas forcément le même espagnol. Donc voilà, j'ai fait comme ça. et il y a eu beaucoup de différences à chaque fois que tu retraduisais dans l'autre sens? Non, franchement, c'est plus des questions... là, c'est hyper technique, mais c'est plus sur le fait qu'en espagnol d'Espagne, on utilise le « tu ». Et en espagnol d'Amérique latine, on utilise un tu différent, qui est le boss. Et donc, c'est juste une question de ça, et ça change la conjugaison. Enfin, c'est juste ça. Après, ça fait partie de la méthodologie, effectivement. Si on veut être carré... C'est ça. Et toi, Adriane, concernant ta méthodologie et ton choix? Alors du coup, moi, c'est une méthodologie qualitative. Donc j'ai mené des entretiens non directifs. Donc j'avais pas de questions préparées. Par contre, donc j'avais 4 participants de base et finalement un participant qui n'a pas pu faire les entretiens. Et donc à chaque participant, je leur avais demandé en fait de préparer 3 personnages, un qu'ils appréciaient, un qu'ils n'appréciaient pas et un dans lequel en fait ils se retrouvaient eux, soit culturellement, soit au niveau du caractère, enfin, en tout cas un personnage qui leur parlait à eux. Et du coup, après, j'ai décidé de cette méthodologie-là parce que je voulais vraiment qu'ils parlent d'eux, de leur expérience, de leur vécu, et je voulais pas les mener en fait quelque part avec les questions. Je voulais que ce soit libre parce que le sujet est quand même très vaste, et je voulais voir ce qui revenait vraiment dans chaque discours, dans chaque entretien. Et du coup, je me suis dit que c'était mieux de leur laisser le plus de place possible. Et du coup, c'était des personnages fictifs qu'ils devaient créer de toutes pièces, ou ils pouvaient s'appuyer sur, par exemple, je sais pas, des proches, des célébrités, d'autres personnes comme ça? Alors du coup, c'était des personnages donc, qui devaient sortir soit de séries, de films, de jeux vidéo ou de livres, du moment que c'était une fiction. Donc c'était pas d'acteur, enfin l'acteur pouvait être hétéro par exemple, mais le personnage devait être en lien avec eux, leur identité sexuelle. C'était en fonction du coup du rôle, par exemple, d'un acteur qui joue dans un film, la personne qui est dans le film et pas la personne qui est dans la réalité. C'est ça, ouais. C'est vraiment le personnage. Donc j'ai eu par exemple des personnages de la série The L World. J'ai eu aussi un personnage de Brooklyn Nine-Nine par exemple. Donc c'était vraiment... et même le choix du personnage, c'était vraiment à eux de le faire et d'expliquer un peu pourquoi ce personnage-là leur avait plu, pourquoi il leur avait pas plu, pourquoi il s'y identifiait. D'accord, ok. Et pour en revenir du coup au choix vraiment méthodologique, je me demandais, Charlène et Adriane, comme vous avez toutes les deux fait une méthodologie qualitative, quel intérêt vous voyez à ce choix méthodologique et quelles difficultés peut-être vous avez pu rencontrer? Par exemple, pour ma part, pour moi, le premier intérêt que je vois à la méthode qualitative, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps avec les personnes, de pouvoir apprendre à aller au-delà, on va dire, d'un discours de base qui pourrait être dit. Par exemple, alors du coup, moi j'ai eu l'occasion en plus d'expérimenter les entretiens semi-directifs et les entretiens non-directifs, ce qui pour moi est 2 choses différentes. Sur le semi-directif, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que les personnes répondaient à la question précise que je leur posais, même si celle-ci pouvait être un petit peu vaste. Je leur avais bien précisé au début de l'entretien qu'ils pouvaient développer s'ils le souhaitaient. On s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte sur les résultats, que en fait les personnes elles répondaient en 2-3 lignes sur des caractéristiques qu'elles vont avoir, des traits par exemple de personnalité.
et elles vont avoir du mal à aller au-delà. Donc moi, je peux pousser derrière en relançant, par exemple, en demandant de développer un petit peu, mais l'idée principale qui en ressort, elle est vraiment très synthétique. Ce qui est aussi le but d'allier 2 entretiens et non directifs et semi-directifs, avoir un côté, on va dire, cadré pour éclairer les variables et un côté plus libre, c'était du coup le but. Donc dans ma méthodologie, moi, ça me convenait aussi que les personnes restent synthétiques et répondent précisément à la question. Par contre, sur le non directif, qui est vraiment, du coup, qui a pour principe de laisser la personne parler, on se rend compte au début, en fait, que on va poser une question de départ, du coup, qui est assez vaste, et les personnes vont commencer à répondre assez synthétiquement. Donc sur des éléments, on va dire, et des fois, je voyais que les participants, ils enchaînaient limite un petit peu tous les éléments synthétiques, et moi, en relançant derrière sur ce qu'ils ont dit, du coup, il faut aussi en plus acquérir les techniques de relance. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile parce qu'on a toujours peur d'influencer. Et c'est un biais, je pense, qu'on retrouve dans tout entretien non directif. C'est qu'à un moment, même en relançant et en étant le plus proche du discours possible, on fait, sans faire exprès, des petites interprétations, je pense, qui se retrouvent et qui influencent. Ça influence, oui, c'est ça. Ça influence forcément le discours. Et c'est vrai que petit à petit, les personnes, moi, je sais que ça a duré entre, je dirais, 15 minutes et 25, max 30 minutes, les entretiens non directifs. J'ai essayé de les faire durer au moins 15 minutes, ce qui n'est pas si facile que ça, parce qu'on se dit, en imaginant 15 minutes, ça, c'est pas long. Mais quand c'est du coup une question de départ et qu'on ne peut pas non plus trop s'en éloigner et reposer des questions en dehors de ce que la personne a dit, c'est pas si facile que ça. Et c'est vrai que les personnes, petit à petit, elles avaient des idées qui leur venaient au fur et à mesure. Elles rebondissaient sur des choses dont elles avaient parlé au début, ou elles avaient directement été au synthétique, et petit à petit, elles allaient au particulier, mais je dirais par bride. C'est-à-dire que c'était pas d'un coup, elles faisaient pas un thème qu'elles développaient très long, puis un autre thème qu'elles développaient de manière très longue. Non, c'était toujours ah, et ça, j'ai oublié de le dire au début. Oui, comme je vous avais dit, ah, il y a ça aussi. Et c'est vrai que ça, c'est vachement intéressant. Je sais pas si toi, Adrienne, ça t'a fait pareil, mais à voir sur entretien non directif, comment dans l'esprit, du coup, les détails reviennent petit à petit. Oui, c'est vrai que ça revenait aussi avec l'entretien libre. Et alors c'est vrai que ça allait un peu dans tous les sens dans le discours. Parfois c'était un peu décousu, ça revenait en arrière, ça ajoutait des détails sur autre chose. Selon les séries aussi, parfois ça leur faisait penser à un autre film ou à un autre personnage. Ils rajoutaient souvent des choses en cours de route. Et du coup c'est vrai que par rapport aux limites, en fait, parfois ça pouvait durer très longtemps. Parce que l'entretien, normalement, devait durer dans les 45 minutes, mais il y a eu un entretien qui a duré 1h30, parce que la personne avait énormément de choses à dire, et je trouvais ça intéressant, en fait, puisqu'elle était partie, autant voir où elle allait. Alors qu'au contraire, il y a eu une participante qui avait énormément de mal à rebondir, en fait. Il y avait de très longs silences de temps en temps, et elle était souvent dans savoir si ça va, est-ce que c'est bien ce que je dis c'était beaucoup plus de travail justement de savoir faire les relances en fait, comme tu en parlais. Mais bon, ça apprend beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai que c'est difficile ça. Quand on a une personne qui parle beaucoup, il faut cadrer un petit peu, et une autre qui au contraire parle pas beaucoup, et c'est difficile de relancer. Ouais. Bah, du coup, en fait, c'est l'avantage, je dirais moi, et l'inconvénient du qualitatif, c'est que l'avantage, c'est qu'on prend le temps avec chaque personne. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps du coup aussi à réaliser. Et il faut aussi quelque chose dont on a du mal à y penser, mais que les personnes aient aussi le temps de se dire au minimum, je prends 1 heure tout compris, le temps d'expliquer au début, de répondre aux questions après, de faire le petit débrief si les participants le désirent. C'est vrai que voilà, le qualitatif, c'est ce côté-là, il faut prendre le temps avec les gens, et ça reste très subjectif parce que du coup, on n'a pas cet aspect de, on a 60 personnes qu'on a interrogées, donc on peut voir quand même, on va dire, une certaine norme qui ressort. Sur le qualitatif, il faut partir du principe que c'est, je dirais pas que c'est au niveau de l'étude de cas, ça dépend ce qu'on fait, mais ça reste quand même sur une part de la population. Je pense qu'on pourrait interroger 6 autres personnes, ça se trouve, on aurait des résultats totalement contraires. Donc c'est assez compliqué aussi sur les résultats de pouvoir se dire, ben ça c'est la norme, mais c'est la norme par rapport à quoi? À 6 participants. Donc c'est vrai que c'est des grandes limites du qualitatif, mais je pense que si on veut vraiment mener une étude complète, je suis assez d'accord avec Cécile quand elle disait que la méthode mixte lui paraissait être la meilleure. C'est vrai qu'allier les deux, ça permet quand même de pouvoir aller d'un côté en profondeur et de l'autre de voir un petit peu la norme générale. Je suis assez d'accord avec toi quand je trouve que c'est bénéfique. Et au niveau du quantitatif, du coup, vous aussi, vous avez pu remarquer quelques limites, des intérêts? Moi, contrairement à toi, j'ai pas créé de questionnaire. Donc, il y a eu toute l'adaptation de la langue déjà. Ensuite, l'adaptation, parce que j'ai modifié un questionnaire, je suis passée de culture à croyance. Donc, il y a quelques trucs qu'il fallait modifier. J'ai enlevé une question et le truc du codage. Ça, c'était plus dans l'après, je dirais, le codage.
c'est-à-dire retrouver les items, parce qu'en fait aussi, pour pas que les personnes, elles s'attendent trop à ce qu'on va leur demander ou qu'il y ait un effet de redondance, j'avais mélangé toutes les questions. J'avais fait pareil. Et du coup, en vrai, c'est vraiment un casse-tête parce qu'après, il faut récupérer tous les codages, il ne faut pas s'être trompé. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est un travail, je trouve, hyper minutieux et assez... ouais, voilà, enfin, je me rappelle, j'ai des boards énormes avec 10 000 couleurs où tu t'y perds. Mais ouais, je veux bien que tu nous expliques comment tu as créé le questionnaire parce que je trouve ça assez fou. Mais comme toi, j'ai eu pas mal de difficultés parce que, comme je vous disais, je suis partie de modèles qui préexistaient avec des profils qui étaient décrits dans les types de relations parents-professionnels. Sauf qu'en fait, un profil n'excluait pas un autre. Donc, quand je me suis retrouvée à créer le questionnaire avec les items, il fallait que les items soient rattachés à un profil en particulier et que ça exclue les autres. Du coup, j'ai eu énormément de difficultés à adapter ça, on va dire. Comme toi, Cécile, pour éviter que les personnes qui répondent au questionnaire sachent où c'est que je veux en venir, j'ai essayé d'intervertir les profils que j'essayais d'évaluer. Il y a même des profils, enfin des items, pardon, que j'ai dû inverser pour ne pas induire quelque chose chez quelqu'un, mais du coup, il fallait que moi, dans mon codage, enfin dans la cotation, je repense à réinverser la chose après. Donc oui, en grosse difficulté, en tout cas, la création des questionnaires, tous les items, la cotation. Et après aussi, en après-coup, maintenant, je trouve qu'à travers les questionnaires que quantitatifs, moi j'ai eu ce manque de la rencontre, puisqu'au final, j'ai pas eu de rencontre. Parce que tout s'est fait à distance, moi aussi. Pour le coup, je ne me suis pas déplacée dans les institutions. Du coup, j'ai pas eu ce contact-là avec les personnes et ça m'a manqué, en fait, en tant que future psychologue, de ne pas pouvoir échanger, discuter, être disponible s'ils ont des questions, s'ils ne comprennent pas. Voilà, je trouve qu'il y a cet aspect-là aussi qu'on n'a pas dans le quantitatif, mais qu'on a dans du qualitatif. Ça doit prendre du temps en plus, après, une fois que vous avez fait le questionnaire, que vous avez eu les réponses, devoir traiter toutes les réponses au final que vous avez eues. Je sais pas si ça prend... Enfin, je pense que ça prend autant de temps que du qualitatif finalement. Après, il y a beaucoup de temps de préparation, peut-être plus que dans des entretiens, parce que dans la création des questionnaires, etc., ça prend du temps. Dans l'analyse aussi. Moi, je sais qu'en comparaison, du coup, à vous sur le quantitatif, l'aspect de traiter les réponses, ce qui est le plus long, moi je dirais, je pense que Adrienne, tu vas être d'accord avec moi, c'est vraiment de retranscrire les entretiens. Bien sûr, oui. Quand faut on se rend pas compte, mais quand il faut retranscrire, faut compter quasiment le double d'heures, quoi. Quand il faut retranscrire 1 heure d'entretien, là, pour au moins, honnêtement, j'exagère pas, 2h30, 3h à tout retranscrire. Et ça, c'est vrai qu'il y a des logiciels qui peuvent le faire. Moi, je sais que j'ai essayé, mais ça... En vrai, on passe encore plus de temps à vérifier que ça avait bien retranscrit que plutôt que le faire soi-même au fur et à mesure. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même un travail. Et puis après, du coup, ça dépend comment on analyse, mais derrière, faire l'analyse du coup thématique. Donc moi, je sais qu'il fallait déjà enlever tous les éléments, on va dire, parasites, les petits mots, même les déterminants, enfin tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est très, très long. Et du coup, ça me fait penser à un côté positif du quantitatif. C'est on traite des données, nous, qui sont déjà catégorisées, on va dire. C'est ça. Donc ça prend moins de temps, normalement. Enfin, on a plus de participants, mais... c'est ça, il y a aussi plus de données, mais... Après, l'analyse statistique... ouais. C'est long quand même. Oui. Moi, j'y ai passé du temps à faire des stats, à regarder des vidéos sur YouTube. Il faut comprendre le logiciel. Ouais, le logiciel et puis les statistiques. En fait, parce qu'une fois que tu as tes chiffres, entre guillemets, tes données, qu'est-ce que tu veux savoir de ça ? Il faut les interpréter, en fait. Oui, il faut interpréter les maths, quoi. Et c'est pas forcément... Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut interpréter les maths, et il faut interpréter ce que ça dit, ce que ça dit pas. C'est assez... Enfin, je trouve qu'il faut s'y pencher, quoi, avant de comprendre ce que les chiffres, ils te disent. Il faut avoir une petite fibre mathématique avant pour pouvoir gagner du temps, je pense, oui. Mais on voit la différence entre les non-directifs et semi-directifs. En tout cas, moi, je l'ai perçu. Semi-directif, ça allait vachement plus vite. Honnêtement, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Donc, à retranscrire, c'était forcément plus court. Mais surtout, vu qu'ils répondaient à mes questions, qu'ils traitaient des variables, pour récupérer les variables, c'était hyper facile de les avoir. Mais alors, par contre, le non-directif, du coup, c'était des idées très libres. Donc, catégoriser les idées dans des catégories par participant et voir un peu les catégories qui pouvaient s'entrecouper entre les participants, ça, vraiment, c'était très long à faire.
Merci pour vos témoignages. On voit bien les disparités entre la méthodologie qualitative et quantitative. On va bientôt conclure. Charlène et Cécile, est-ce que vous auriez des conseils à transmettre aux personnes qui vont faire leur mémoire ? Moi, je dirais pour le qualitatif, s'y prendre à l'avance, mais ça, je pense que c'est pour tout le mémoire que voilà, on s'en rend pas compte. Et surtout pour le quali, ne pas sous-estimer en premier lieu le temps de retranscription. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça peut être très long. Donc, il faut vraiment y penser, pas se retrouver à devoir et retranscrire directement derrière, faire l'analyse. C'est hyper compliqué, c'est un temps entre les deux de retranscription et d'analyse. Et aussi anticiper du coup les participants et avoir c'est horrible à dire comme ça, mais des participants de rechange si y a un problème avec un participant, parce que sur du qualitatif, finalement, c'est quand même du coup important d'avoir un minimum, on va dire, de participants. Et après, sinon, se mettre au clair avec les techniques d'analyse sur du qualitatif. Et franchement, après, j'ai pas spécialement d'autres conseils que surtout le mémoire en général, de toute façon, de s'y prendre à l'avance et de ne pas avoir peur de bouger sa méthodologie au fur et à mesure qu'on avance. Et pourquoi pas faire une pré-enquête s'il y a besoin, si on ne se sent pas à l'aise, par exemple, à l'idée de faire un entretien. On peut même s'entraîner sur des proches ou sinon faire une pré-enquête avec des vrais participants. Mais sinon, on peut demander à nos proches. Moi, je sais ce que j'avais fait, au moins avec des amis. Je donnais un sujet et j'adaptais juste pour pouvoir au moins s'entraîner à l'avance et être à l'aise devant les participants. Et Cécile, toi, en quanti, pardon, du coup. Ouais, moi, pour le quanti, je pense que il faut une rigorosité dans la façon de faire le questionnaire, l'organisation que ça demande. Donc, je dirais être rigoureux et organisé, parce que pour récupérer toutes les données et pour les trier, pas se perdre, franchement, c'est vraiment une organisation. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire ? Après, il faudra s'habituer au logiciel de traitement de données, donc de statistiques, se replonger un peu dans les stats pour les comprendre. Mais voilà, je pense que rigoureux et organisé, c'est le maître mot. Ouais. Mais surtout mémoire, moi, je dirais. C'est les deux conseils que je donnerais. En tout cas, si vous ne l'êtes pas du tout, bon courage. Ne pas lâcher aussi, se dire que ça va le faire, même si des fois on est submergé, c'est normal. Ouais. On a eu plein de moments où on s'est dit c'est mort, on n'y arrivera jamais, et puis on finit par écrire la conclusion et c'est bon. Ça passe. Ouais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et surtout, merci Charlène et Cécile pour votre participation et pour votre temps. Merci. Avec Et plaisir. pour conclure, oui, merci. Et pour conclure, surtout, gardez bien vos cours de stats. Est-ce que c'est bon pour vous ?